quelques respirations suffisent. T'as absolument pas besoin d'attendre, de l'éviter comme Foudre bénie dans Tintin au Tibet. Juste se calmer un tout petit peu pour l'étape suivante. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e émission de la série Monde Parallèle, où je vais te parler de stratégie pour le travail mental. Dans les 3 premières émissions, j'ai fait en sorte, en résumé, que tu puisses tirer un profit maximum de celle-là. Et j'ai essayé de t'expliquer au mieux la nature du travail que je vais te présenter aujourd'hui. Dans les émissions suivantes, on verra des stratégies supplémentaires pour chacune des 4 émotions dont je vais faire la liste dans un instant. Et ces émotions-là, elles vont me servir à illustrer cette émission. Mais aujourd'hui, les stratégies que je vais développer devraient déjà suffire à travailler de manière efficace. Donc les émotions, je vais te donner les 4 émotions principales avec des causes potentielles pour les mathématiques. En premier, tu as la colère, donc on va dire que ici, tu peux avoir le rapport avec le colleur, le rapport avec les professeurs, ou aussi le fait d'accepter de faire des erreurs. Pour la peur, deuxième émotion, on va ici avoir par exemple les connaissances non maîtrisées, ou les évaluations. La troisième, la motivation, on va ici parler de notes, de comparaison aux camarades de sa classe ou d'autres classes préparatoires. Et pour la 4e, la confiance, on va parler ici de questions ouvertes, de travail personnel solitaire, et même de méthodes de travail. Donc aujourd'hui, justement, je vais te présenter 2 méthodes de travail pour le travail mental. La première que j'appelle injection de logique, et la deuxième que j'appelle résolution complète. En fait, les deux fonctionnent ensemble. L'injection de logique, tu peux te l'imaginer comme l'action d'un muscle mental que tu vas utiliser pour tâcher de garder le contrôle sur tes émotions. Et apprendre à faire ça, ça va être une étape qui va être nécessaire ou du moins largement recommandée pour essayer de résoudre complètement le problème que tu essayes de traiter, ce qui est la 2e étape. Donc en bref, c'est une solution court terme, l'injection de logique, qui va t'aider à mettre en œuvre la solution long terme, résolution complète, que je te présenterai juste après. Le premier point dont je vais te parler, c'est l'injection de logique. Cette stratégie, elle est utilisée de manière embryonnaire par la plupart des gens, où elle consiste seulement à se parler à soi-même. Par exemple, reste calme, tu es en train de rater la première question, mais il y en a d'autres. Le problème, c'est qu'on a expliqué que c'était pas si simple. On l'a déjà évoqué dans l'émission précédente, avec l'exemple du stress, où si tu te dis « je ne stresse pas », évidemment, c'est le stress intégral. Et donc l'injection logique, elle s'inscrit dans une stratégie en 4 étapes que voici, qui va pousser un peu plus loin le fait de simplement se dire une phrase, et cette stratégie-là, d'injection logique, elle est à mettre en œuvre au moment où tu sens que les émotions arrivent au cœur de la bataille. La première étape de l'injection logique, c'est la reconnaissance. Il s'agit ici de reconnaître les problèmes émotionnels dès qu'ils apparaissent et avant d'atteindre le point de non-retour. Donc on retrouve ici le thème de l'introspection permanente, parce qu'il va falloir t'observer et prendre note des signes qui vont amener le problème. Ça, tu vas pouvoir le repérer si tu as l'habitude de t'observer et de prendre des notes sur tes sensations. Par exemple, avant, pendant et après le devoir surveiller. Alors je vais te donner quelques exemples pour chacune des émotions que j'ai listées auparavant. Je viens de m'apercevoir que pendant 20 minutes, j'ai réfléchi à vide et que mon idée n'avait aucune chance d'être juste puisque j'ai fait une erreur dès le départ. Ça, c'est typiquement quelque chose qui va pouvoir te mettre dans un état de frustration plus ou moins maîtrisé. Pour la peur, je peux te dire, le devoir surveiller dans 1 semaine, et il y a 3 chapitres que je maîtrise pas du tout. Pour la motivation, je viens de me prendre une tôle à l'interrogation, une de plus, et le devoir il est dans 2 jours. À quoi bon travailler? Et pour la confiance, eh bien je pourrais te dire, j'ai de bonnes notes, mais je sais très bien que je suis pas solide, et je le vois très bien en colle quand on me pose des questions. Donc ici c'est la reconnaissance d'un problème. Alors bien sûr le problème n'apparaît pas encore ici, mais on peut imaginer que ces émotions-là, poussées à l'extrême, vont causer évidemment des désagréments dans l'apprentissage des mathématiques. Alors si c'est un problème qui revient fréquemment, et que tu n'arrives pas à l'identifier, que tu n'arrives pas vraiment à identifier sa cause avant le point de non-retour, tu peux toujours vérifier à intervalles réguliers s'il est présent ou non, mais c'est un cas un peu extrême. À mon sens, c'est surtout à la fin des évaluations, et vraiment au cœur de la bataille, que tu vas pouvoir parler spécifiquement des problèmes en donnant autant de détails que possible afin de t'aider à mieux le comprendre. Donc il me semble que j'en ai parlé dans la 2e émission où je te disais qu'à la sortie des devoirs surveillés, il était bon de t'enregistrer, faire un débriefing à chaud pour que tu puisses le réécouter à froid et voir si dans ta gestion des émotions à ce moment-là, t'as fait les choses correctement ou si tu t'es pas effrayé d'une autre question ou peut-être que c'est un devoir très difficile et que la dernière heure finalement t'as pas fait grand-chose parce que t'avais perdu un peu la motivation et la confiance et ce genre de choses-là. Donc voilà pour la première étape de l'injection logique qui est l'étape de reconnaissance. La 2e étape est très courte et c'est une respiration profonde. Ici le but ça va être de créer assez d'espace mentalement pour pouvoir injecter de la logique dans un cerveau qui est en train de se saturer d'émotions.
Donc quelques secondes suffisent et quelques respirations suffisent. T'as absolument pas besoin d'attendre, de l'éviter comme Foudre bénite dans Tintin au Tibet. Juste se calmer un tout petit peu pour l'étape suivante. La troisième étape, du coup, c'est l'injection logique à proprement parler. Ici, il va s'agir de combattre tes schémas mentaux qui sont bien installés. Et pour ça, on va entraîner ce que tu peux te représenter comme un muscle mental pour injecter de la logique. L'idée à ce stade, c'est de rechercher en amont, et je dis bien en amont, c'est-à-dire avant que ça se passe, une phrase que tu vas pouvoir te dire pour contrer le problème qui est en train de se mettre en place. Cette phrase, tu peux l'écrire sur ton brouillon dès que tu arrives en devoir surveiller si c'est dans ces circonstances que se produit le problème, pour éviter de l'oublier au moment critique, là où tu as le plus de risque de l'oublier. Donc l'idée principale, c'est vraiment de produire une phrase qui va tempérer tes émotions et qui, en même temps, suggère une piste vers la résolution du problème. Donc tout ça c'est très personnel, mais je vais te donner ici quelques exemples avec lesquels j'ai pu pratiquer ou alors que j'ai imaginé juste pour cette émission-là. Pour la colère, où on disait « je viens m'apercevoir que pendant 20 minutes j'ai réfléchi à vide et que mon idée n'avait aucune chance d'aboutir », eh bien là je me dirais par exemple « même mon professeur fait des erreurs, et dans ma situation, il passerait à la suite ». Tentative pour éviter de me mettre en colère et de m'acharner sur une question. Pour la peur, je t'ai dit « le devoir surveiller dans une semaine et il y a 3 chapitres que je maîtrise pas ». Ici, je pourrais me dire « la note n'a aucune importance », et je serai fier de moi si j'arrive à réaliser un des exercices sur un chapitre que je vais choisir. Donc imagine que c'est un devoir surveillé où tu sais qu'il y a 3 exercices qui portent sur 3 chapitres différents, tu sais que t'es pas au point du tout, peu importe, dans l'apprentissage, il vaut mieux maîtriser quelque chose parfaitement ou du mieux que tu peux, plutôt que de tout maîtriser à moitié. Au pire, t'auras une mauvaise note, mais il suffira ensuite d'essayer de rattraper un peu ton retard, et tu vas apprendre les choses correctement, plutôt que de tout mélanger juste pour vouloir viser la note, ce qui peut malheureusement marcher sur un malentendu. Pour la motivation, je disais, je viens de me prendre une tôle à l'interrogation, et le devoir est dans 2 jours, à quoi bon travailler? Ici, je peux juste me dire, je vais travailler de manière à ne pas refaire les erreurs de l'interrogation, et ça suffira. Et pour la confiance, j'ai de bonnes notes mais je sais très bien que je suis pas solide et je le vois très bien en colle quand on me pose des questions, je pourrais me dire que l'apprentissage passe par l'incompétence consciente, pour tout le monde, et que je dois persévérer et être patient. Et qu'il vaut mieux me poser des questions et être conscient que je suis incompétent, plutôt que de fuir la réalité et me mentir. Donc bien entendu, il est possible que ce genre d'injection logique ne fonctionne pas. Je te répète que c'est très personnel, et qu'il va falloir procéder par itération pour trouver exactement une phrase qui vraiment peut te calmer. Et ça, clairement, il faut le faire avant, parce que pendant le devoir surveiller, t'as pas le temps de commencer à savoir quelle phrase pourrait te calmer, c'est déjà trop tard. Mais si ça marche pas, je te propose justement quelques pistes de réflexion. La première piste, c'est que ton niveau d'émotion était déjà au-delà du point de non-retour. Donc ta phrase, elle peut être très bien, mais en fait, si t'es déjà dans un état d'émotion qui est trop grand, ta phrase ne marchera pas du tout. La deuxième chose, c'est que ta phrase n'était pas assez puissante ou était trop imprécise. Et il faut essayer d'épingler précisément le problème ici. Alors je pourrais le faire pour s'acharner sur une question parce que c'est vraiment une des seules choses qui m'a concerné quand j'étais étudiant en mathématiques en classe préparatoire. La troisième piste, c'est que quelque chose d'imprévu est survenu, et dans ce cas-là, il faut simplement le noter. C'était quelque chose d'inhabituel, mais maintenant que c'est survenu, il va falloir t'y préparer, si jamais ça se reproduit. Et une dernière piste, si ça fonctionne pas, c'est que l'émotion accumulée s'est déversée d'un seul coup et t'a laissé aucune chance d'injecter la logique. Mais là, il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement, mis à part essayer de reculer un peu, de prendre un temps de repos pour laisser ces émotions retomber et repartir sur des bases plus saines. Donc ça, c'était la troisième étape de l'injection logique, donc que j'ai aussi appelé injection logique, c'est vraiment là que ça se passe, c'est-à-dire on va essayer de contrer les émotions par une phrase logique qui va, entre guillemets, te remettre les idées en place, une phrase que tu auras préparée et que tu auras ajustée au fil du temps pour trouver vraiment quelque chose qui te fait de l'effet et qui évite de te perdre dans des phrases que tu vas te répéter en boucle et qui vont te dévoyer de ton but initial. Et enfin, la quatrième étape, c'est éventuellement un mémo stratégique, c'est-à-dire que comme tes ressources mentales viennent d'être mobilisées pour aller contre un problème, il est possible que certaines de tes compétences mathématiques, par exemple, ne fonctionnent pas comme tu le voudrais. Si tu viens juste de tempérer un accès de colère en devoir surveiller, il est possible qu'après tu sois pas dans un état optimal, et justement tu pourrais établir au préalable une liste de ce que tu serais susceptible d'oublier à ce moment-là. Donc par exemple, si tu perds beaucoup de temps à devoir surveiller un moment et que tu viens de t'en apercevoir, tu pourrais répertorier tout ce que tu regardes d'habitude avant de commencer à essayer de résoudre une nouvelle question. Parce que il peut y avoir des mécanismes comme je sais que je viens de perdre 20 minutes, et bien la prochaine question pour compenser, je vais essayer de la démonter en 5 minutes. Et ça c'est vraiment un coup à passer à côté de quelque chose d'essentiel dans l'énoncé. Donc l'idée ici c'est pas de prendre ses meilleures décisions possibles, et ça j'en parle dans le spectre de décision de l'émission numéro 2,
L'idée, c'est juste de pas prendre les pires décisions en attendant que la tempête se calme. Donc je vais faire quelques commentaires sur cette technique d'injection de logique. L'idée, c'est qu'il faut vraiment te préparer à répéter ces 4 étapes fréquemment. C'est pas un coup de baguette magique que je te propose ici, mais c'est un moyen rationnel de résoudre un problème qui est récurrent par une méthode qui est elle-même récurrente et qui est itérative. Donc l'idée, c'est que plus tu vas être capable d'arriver à contrôler tes émotions grâce à l'injection de logique, plus tu vas être capable de le faire, tout simplement en imaginant ça comme un muscle qui devient de plus en plus puissant. Et encore une fois, rappelle-toi que c'est une méthode court terme, donc dans un premier temps, tu peux vraiment essayer de faire ça tout le temps, et pas que dans les mathématiques, je t'en parlerai un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui va être ensuite complété par la méthode que je vais te présenter dans quelques instants. Avant de terminer justement sur ce premier point, je voudrais te dire de pas oublier que des fois, si tu le peux, tu peux tout simplement aller te changer les idées, par exemple en faisant une séance de sport. Si je prends l'exemple de la tôle que tu vas te prendre en colle après une grosse période de travail, peut-être qu'une bonne séance de sport pourra te remettre d'attaque, de manière beaucoup plus efficace que de l'injection de logique en restant seul devant son bureau en se disant il faut que je travaille et en n'arrivant pas à travailler. Cela dit, il faut pas non plus se mentir et oser, quand c'est possible, prendre le problème à bras le corps et pas utiliser de distractions qui vont pas régler le problème de fond. Parce qu'en fait, l'injection de logique, tu peux la considérer comme un outil pour passer à la deuxième technique de résolution complète que je te présente tout de suite. Donc le deuxième point dont je vais te parler, c'est la résolution complète. Donc pour moi, c'est l'aboutissement de ce que je te propose dans la série de vidéos. Alors peut-être que j'aurais pas assez illustré ou peut-être que j'aurais pas poussé les concepts assez loin, mais ça vise, contrairement à l'injection de logique qui se situe dans le domaine de la compétence et de l'incompétence consciente, ça a pour objectif de résoudre tes problèmes avec le niveau de compétence inconsciente. Autrement dit, le problème mental, il va être éliminé dès son apparition, aussi simplement qu'une triple intégration par partie. Humour. Parce que va y avoir une décorrélation entre les anciennes causes du problème et les émotions qu'elles pouvaient engendrer. Donc le but, c'est pas de retirer la cause, parce que c'est pas possible. C'est pas souhaitable, mais c'est même pas possible de temps en temps. Par exemple, c'est impossible de réussir toutes les questions abordées dans un devoir surveillé. Mais si, le jour du concours, tu vois que la première question du devoir est très difficile et que tu commences par la deuxième sans que ça te pose aucun problème, eh bien le problème potentiel de frustration qu'il pourrait y avoir va être résolu. Et c'est vers ça que va te pousser ce deuxième point de résolution complète. Donc on a déjà vu que le passage de la compétence consciente, qui serait l'injection logique, à la compétence inconsciente, qui serait la résolution complète, libérait de l'espace pour penser à d'autres choses, d'où l'intérêt de pas se limiter à l'injection logique, qui est une rustine temporaire. En particulier, ça te donne l'opportunité de devenir encore meilleur dans tes mathématiques. Donc même si t'es excellent en mathématiques et que tu perds 15 minutes à rager sur chaque devoir, tu peux faire mieux. Donc un petit problème de cette deuxième méthode, c'est qu'elle est substantiellement plus difficile que l'injection de logique. Mais j'ai encore un protocole à te proposer pour essayer d'atteindre la résolution complète qui va essayer de déplier le problème pour isoler le point sensible. Tu vas comprendre ce que je veux dire parce que je vais l'illustrer sur l'exemple qui m'a concerné. La première étape, c'est de décrire le problème. Donc ici, le but c'est vraiment de décrire le problème de la manière la plus détaillée que si tu voulais me le décrire à moi. Donc pour moi, ça serait très brièvement, j'arrive pas à sauter une question entamée en devoir surveiller. Alors on va dire que j'arrive pas à détailler plus que ça. Dans ce cas-là, la deuxième étape, c'est pourquoi te paraît-il logique de réagir comme tu réagis. En l'occurrence, pour moi, c'était de la frustration. Alors je vais t'expliquer pourquoi c'était logique de rager. Au bout de 20 minutes, soit je saute la question, auquel cas j'ai perdu 20 minutes, soit j'insiste, et du coup je préserve mes chances d'obtenir des points pour le temps investi. Du coup, ma seule chance de récupérer mes minutes investies, c'est de réussir la question. Parce que sinon, mon temps est complètement perdu. Alors la troisième étape, et c'est là que c'est difficile, c'est pourquoi ce raisonnement logique est faux. Ben en fait, c'est à cet endroit qu'il faut être très précis, et tu peux te faire aider sur ce point, tu peux en parler à des camarades, tu peux en parler à ton professeur, tu peux en parler dans les commentaires si tu le veux. La plupart du temps, en fait, il manque des éléments de réflexion. Et tu pourras en trouver certains dans la série All Jeune le podcast. Et justement, le but de cette série, c'était d'éliminer plusieurs fausses croyances pouvant causer des problèmes émotionnels importants. Et en fait, la recherche d'injection de logique devrait te mettre sur la voie. Alors qu'est-ce que je veux dire ici ? En fait, quelque chose qui pouvait me calmer dans l'injection de logique, c'est de me dire, il y a d'autres questions. Et en fait, je peux compléter le raisonnement comme ça, que maintenant j'ai réussi à formuler très clairement quel était le problème. En raisonnant ainsi, en me disant que la seule chance de récupérer les minutes investies c'était de réussir la question, en fait je maximise la variance. C'est-à-dire que je prends le risque de perdre encore plus de temps avec toujours aucun point. En fait c'est comme si je faisais un quitte ou double.
Cette faille mentale, tu vas la retrouver dans les jeux d'argent, où tu vas avoir un joueur inexpérimenté qui va avoir l'impression qu'il lui faut continuer à jouer pour récupérer sa mise, plutôt que d'arrêter les frais et de récupérer son argent d'une autre manière. C'est le gars qui perd son argent et qui reste pour se refaire. Et s'il part, il accepte d'avoir perdu cet argent, et s'il reste, bien sûr, il a une chance de le récupérer. Mais il a aussi une chance de perdre encore plus. Et ça, on voit très bien qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème avec le concept de variance, ou même avec le concept d'espérance négative. Bien sûr, il existe une probabilité de réussir la question au bout d'un certain temps. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux que je fasse les autres questions en premier. Alors ça débouche sur la 4e étape qui est comment gérer la situation au mieux. Alors pour mon problème, c'était très simple, c'est je préfère récupérer tous les points faciles en premier. Donc ça j'en ai parlé par exemple dans Stratégie pour le devoir surveiller, l'émission numéro 43 du podcast. Et ensuite je reviendrai éventuellement sur cette question, sur laquelle j'ai bloqué, quand j'aurai plus grand chose à perdre. Et je pourrais choisir ensuite à tête reposée de me consacrer à cette question-là que j'ai laissée en plan, ou bien une autre question qui m'aura posé problème. Et enfin, la 5e étape, pour en remettre une couche, c'est de te convaincre et te demander pourquoi cette solution est correcte. Donc vaut mieux t'assurer par 2 fois que la solution que tu as trouvée est cohérente avant de l'implémenter et d'essayer vraiment de l'appliquer. Alors pour moi, dans cet exemple de s'acharner sur une question, je vais te dire que en général, les sujets de concours, ils sont pas construits avec des questions de difficulté croissantes. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et qu'il y a toujours des points de compréhension, ou de questions de cours, ou des questions ici et là qui sont assez faciles, sur lesquelles j'aurai un bien meilleur ratio temps investi, point gagné, avec ces questions-là, plutôt que de continuer à lutter sur celle avec laquelle je suis en train de sombrer. Et donc du coup, il vaut mieux que je commence par faire ces questions, parce que de toute façon, j'ai un très bon ratio, et en plus de ça, je me donne une chance de mieux comprendre la question que j'étais en train d'essayer, par la compréhension des questions suivantes, parce qu'elles vont peut-être m'amener des nouvelles idées pour résoudre mon problème. Donc voilà qui termine les 5 étapes, donc si je te la récapitule, je te la mettrai dans la description, mais je vais les récapituler à l'oral. T'as la description la plus détaillée possible du problème. Pourquoi te paraît-il logique de réagir comme tu réagis? Donc ça serait les symptômes de tes émotions. Donc par exemple, moi c'est juste de perdre du temps parce que je suis en colère. Ensuite, pourquoi le raisonnement logique est faux? Donc en fait, il y a quelque chose de logique qui est faux, qui me dit je dois me comporter comme je me comporte. Donc moi c'était juste perdre du temps. Et en fait, on a vu que c'était faux parce qu'il y avait un problème de logique. Ensuite, la 4e étape, c'est comment gérer la situation au mieux. Et la 5e, c'est pourquoi la solution est correcte. Donc ici, il faut être très créatif, et tu vas savoir que le problème est résolu quand les étapes 4 et 5 sont au niveau de la compétence inconsciente. Et donc si t'as forcé pour produire ces corrections logiques, que c'est vraiment quelque chose qui te paraît pas naturel, par exemple pour te dire que la note c'est pas si important, c'est quelque chose qui peut vraiment te paraître choquant quand tu sors du lycée, il faut vraiment essayer de travailler sous forme de jeu de visualisation jusqu'à ce que ça devienne naturel. Il faut que tu t'imagines te prendre une tôle en colle, et derrière te dire je suis confiant, je sais que je fais ce qu'il faut, et je vais continuer à travailler ce soir sans aucun problème. Tant que t'es pas capable de faire ça, on va dire que le problème n'est pas résolu. Et peut-être qu'il faut encore chercher, peut-être qu'il faut encore t'examiner pour savoir s'il y a des choses que t'as pas encore mises en lumière. Donc il s'agit ici de travailler comme pour l'injection logique finalement, mentalement en plus de la situation réelle. Et du coup, n'oublie pas que ces étapes et ces corrections logiques, elles peuvent être ajustées au fur et à mesure que tu étudies le problème. Donc une façon de faire qui reprend cette idée, c'est de tenir un journal de bord, qu'il soit écrit ou audio, pour suivre la compétence que tu es en train de travailler. D'utiliser aussi là-dessus par exemple le spectre de progression, pour noter tes décisions sur les choses qui te procurent des émotions. Et donc naturellement, suivre tes progrès, ça te permettra de t'améliorer plus rapidement, et si ça fonctionne, t'auras encore plus confiance, et si ça fonctionne pas, et que tu travailles fréquemment, tu pourras itérer plus rapidement la méthode. Et donc pour cela, je laisse vraiment libre cours à ta créativité pour adapter ce que je viens de te dire. C'est vraiment un protocole qu'il faut pas que tu suives de manière formelle, il faut vraiment juste que tu vois comment j'essaie de déplier le problème pour trouver exactement où était la faille logique là-dedans. Et au final, trouver comment sortir de cette spirale de mots qui est fausse avec la fausse logique. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui se passe si je dois résumer toute cette affaire d'injection logique et de résolution. C'est qu'en fait, tu vas essayer de sortir d'une spirale de phrases dans laquelle tu es enfermé. Et tu vas essayer de faire dérailler cette chaîne de mots pour sortir avec une nouvelle idée, quelque chose, avec une phrase où d'habitude, dans les émotions, t'arrives pas à y penser, mais là, d'un seul coup, ça va vraiment te remettre les idées en place. Et c'est vraiment cette sensation-là que ça doit te procurer l'injection logique et même la résolution du problème. Quand j'ai compris qu'en fait, j'étais en train de me comporter comme un joueur qui a perdu son argent, comme dans Lucky Luke, le gars qui sort avec le goudron et les plumes, je me suis dit, mais, ok, le problème était vraiment là. En fait, tu te comportes comme un abruti, et en fait, le problème a disparu quasiment instantanément sans que j'ai besoin d'appliquer vraiment tout ce protocole-là. Donc ça, c'était l'étape de résolution, donc n'hésite pas à me poser des questions, à réagir si t'as du mal à appliquer cette chose-là. Je peux l'appliquer et te donner des illustrations que vraiment pour des choses qui m'ont concerné, mais j'aimerais bien vraiment que tu puisses participer, ça me donnerait d'ailleurs de quoi
enrichir les émissions suivantes où je vais me consacrer à chacune des 4 émotions que je t'ai citées dans l'introduction. Avant de passer au dernier point, je vais faire un retour sur un exemple que j'ai cité avant. Pour le problème de confiance, je t'ai dit, pour le problème, c'était j'ai de bonnes notes, mais je sais très bien que je suis pas solide. Et je le vois très bien en colle lorsqu'on me pose des questions. En injection de logique, je t'ai proposé celle-ci. L'apprentissage passe par de l'incompétence consciente pour tout le monde, et je dois persévérer et être patient. Mais en fait, ici, le manque de solidité, je peux l'interpréter comme la capacité naissante à me poser des questions. Donc c'est le stade 2 de l'incompétence consciente, qui est une chose extrêmement positive dans l'apprentissage. Mais dans ce cas-là, la solution, elle est peut-être pas à rechercher dans la résolution complète du problème, ni dans l'injection de logique. Et c'est là que ça devient subtil. C'est-à-dire que pour passer au stade suivant, il convient de réfléchir et d'utiliser des méthodes de travail qui sont adéquates. Quel est le problème? C'est que quand le colleur me pose des questions, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, si les questions qui posent problème en colle sont celles qui demandent par exemple la construction d'exemples et de contre-exemples, peut-être qu'il faut arrêter de faire des exercices techniques en boucle et qu'il faut commencer à se poser des questions et essayer d'y répondre. Et pour ça, il faut faire preuve d'un certain courage. Et donc ça, je vais t'en parler dans quelques instants. Mais pour terminer sur cet exemple, c'est vraiment la description du problème qui était insuffisante. Quand je disais « je vois que je suis pas solide quand on me pose des questions », c'était trop vague pour que je puisse réagir. Et tu peux toujours essayer de faire de l'injection logique et de la résolution. Ici, la solution, elle est vraiment mathématique. Raison pour laquelle j'ai fait toutes ces émissions dans All Jeune, le podcast, dans un premier lieu, où je te présente vraiment des solutions de méthode, des solutions mathématiques, à des problèmes qui ne sont clairement pas des problèmes de mental, qui sont juste des problèmes de méthode. Et donc je te rappelle, justement pour terminer sur cet exemple, que ce phénomène qui m'est arrivé déjà plusieurs fois, c'est que j'ai souvent écrit à un professeur, de manière extrêmement détaillée pour lui poser très clairement une question, et juste avant de lui envoyer, je me suis aperçu que j'avais trouvé la réponse tout seul. Et de la même manière, déjà, la première étape avant d'appliquer tous ces protocoles d'injection logique et de résolution complète, c'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est juste écrire très précisément en une dizaine de lignes quel est l'axe sur lequel tu veux travailler, dans quelles circonstances il apparaît, et pourquoi il apparaît, pourquoi tu réagis comme ça. Et tu verras ici devant tes yeux déjà de la matière à travailler avant même d'appliquer les méthodes de travail que je t'ai données ici. Le troisième point dont je vais te parler, et le dernier point, c'est l'intention et la notion de travail invisible. Et ça sera un peu la conclusion de ma série Monde Parallèle, avant que je parle spécifiquement des 4 émotions, qui vont plutôt être des illustrations des concepts que je t'ai présentés dans les 4 premières émissions. Je tiens à te rappeler ici que tu t'engages dans un travail qui est difficile, et largement méconnu, et que pendant un certain temps tu seras le seul à voir les effets de ton travail. Et en plus de ça, tu vas devoir affronter l'éventuel regard narquois d'une partie de ton entourage. Parce que si certaines personnes conçoivent généralement que certaines compétences peuvent être travaillées, d'autres préféreront se complaire dans leur ignorance. Et ce sont ces mêmes personnes qui, quand tu auras suffisamment progressé, viendront te demander comment tu as fait. Et elles seront pas capables d'entendre ta réponse. Ou alors, à nouveau, elles vont l'entendre avec un scepticisme apparent. Alors je vais donner ici 2 exemples pour que tu puisses bien comprendre ce dont je parle ici. Donc je te parle ici de notions d'intention, de travail visible et invisible. On va faire un premier exemple. Si tu réalises une activité physique, tes progrès vont parfois être matérialisés par quelque chose de concret. Une prise de muscle, un gain de souplesse, un gain de vitesse, en fait ça dépend vraiment de ta pratique. Et ces progrès-là, ils sont apparents, que ce soit pour toi ou pour les autres. Mais en fait, dans ces mêmes activités, il va y avoir d'autres axes de progression qui sont invisibles pour la plupart des observateurs extérieurs, et même pour la plupart des pratiquants de ces activités-là. Donc je vais donner un exemple très concret, c'est que hier je suis allé courir 20 minutes. Si je dis ça à quelqu'un qui s'intéresse à mon entraînement ou qui s'intéresse à la course à pied, cette personne elle va se demander pourquoi j'ai couru si peu longtemps, ou bien me demander à quelle vitesse j'ai couru ça. Parce que ce sont là des facteurs qui sont perceptibles. Sauf qu'en fait j'étais pas du tout là pour ça. Si je suis allé courir, hier soir, c'était plutôt pour pratiquer une forme de méditation en étant attentif à un grand nombre de facteurs sur lesquels je dois travailler en ce moment au quotidien pour être performant dans d'autres disciplines. Je pensais, par exemple, pendant que je courais, avoir le bassin rétroversé, avoir un positionnement correct de la mâchoire et de la langue, avoir une attaque au sol, une foulée qui commence par le milieu du pied, à inspirer par le nez, avoir les épaules relâchées, avoir les muscles du visage détendus, avec l'intention de me grandir à chaque foulée, et je peux continuer très longtemps comme ça. Et mon objectif, c'était de pas me laisser distraire un seul instant et de garder mon attention sur tous ces facteurs à tout moment, sans relâcher mon niveau de concentration. Alors maintenant, il me semble que c'est facile d'imaginer que les effets d'un tel entraînement quotidien vont s'inscrire bien au-delà d'une simple amélioration de la condition physique.
Ce que je veux te faire remarquer dans ce premier exemple, c'est que pour moi, c'est la partie invisible du travail qui était importante. Et c'est pas la partie visible. C'est-à-dire que les gens peuvent courir 20 minutes, mais la plupart ne souhaitent pas ou ne peuvent pas rester concentrés sur autant de facteurs pendant ce temps-là. Et donc la plus grande difficulté, elle est mentale. Et c'est pour ça qu'ici je te parle de travail mental, ici en opposition à la difficulté physique, qui n'est rien à côté de l'effort de concentration nécessaire pour être dans cet état-là. Et donc l'observateur extérieur, il aura rien vu d'autre qu'un jeune homme qui courait dans la nuit. Mais pendant ce temps-là, le travail invisible s'était articulé autour d'une intention qui était précise, volontaire et consciente, et qui produira certainement ses effets à long terme. Et encore mieux que des effets à long terme, surtout qui produira ses effets dans d'autres disciplines. Alors justement, ça m'amène à mon deuxième exemple. De la même manière, quand tu travailles les mathématiques, on va aussi observer une division entre le travail qui va être visible et le travail qui va être invisible, qui va être guidé là aussi par une intention. Donc pour la partie visible, eh bien tu peux observer par exemple qu'une technique que tu ne connais pas, tu vas arriver à la mettre en œuvre avec succès en quelques jours, voire quelques heures si t'es doué, avec un résultat qui est édifiant, la production d'une suite de symboles plus ou moins obscurs. Et de la même manière, la réalisation d'Annales, ça s'inscrit pour moi dans cette partie qui est résolument visible et palpable. L'encre coule, les raisonnements pleuvent et se transforment en une tempête de résultats. La joie absolue. Et pendant ce temps-là, il y a toute la partie invisible, où on peut parler par exemple de l'émission sur les modèles d'apprentissage, où je suggère d'inscrire les tâches techniques dans une stratégie de travail plus globale, en portant, comme pour l'exemple de la course à pied, un regard permanent sur ce qu'on est en train de faire. Donc tu retrouves vraiment ce thème d'introspection permanente et de s'observer en train de faire pour comprendre comment on réagit dans telle ou telle situation. Toujours dans la part de travail invisible, eh bien, ce qui vient en complément de la partie technique et de la réalisation d'exercices, ce sont les questions que tu vas pouvoir te poser. Lorsque je réalise des exercices, ou quand je faisais des annales lorsque j'étais étudiant, donc c'était assez rare, et j'ai même des amis qui n'en ont jamais fait, eh bien il m'arrivait souvent de m'interrompre parce que, dans l'énoncé, il y avait une notion qui venait d'être introduite, et qui me rappelait un autre élément que j'avais laissé en suspens, parfois des jours, parfois des mois, et même des années auparavant. Et donc pour moi, à ce moment-là, l'exercice n'avait absolument plus aucune importance. La seule intention, c'était vraiment de relier les notions entre elles, peut-être grâce à la production d'un exemple, d'un contre-exemple, ou même de me créer un petit exercice pour comprendre comment ces deux notions-là étaient reliées. Et donc ici, tu vas peut-être reconnaître les germes d'une de mes méthodes de travail préférées qui sont les marches aléatoires. Et c'est une idée que je développe dans hors-série numéro 2, où en fait pour moi, être bon en mathématiques, c'est avoir le courage de se poser des questions et jamais renoncer à l'idée d'y répondre un jour. Et pour moi, c'est vraiment cette partie invisible qui fait la différence. C'est-à-dire que tout le monde fait des exercices, tout le monde fait des annales, parce que c'est vraiment la partie visible. Tout le monde peut courir 20 minutes, tout le monde peut faire un peu de musculation. Mais sans l'intention qu'il y a derrière, sans le travail mental qu'il y a derrière, les résultats sont bien moindres. Et c'est vraiment ça que je veux te dire dans la partie du travail mental. Alors pourquoi je te parle de courage ici ? Dans le travail mental, donc qui serait la partie invisible du travail, celle qui est régie par une intention, plus que par l'exécution d'une tâche que tu peux voir, eh bien tu peux considérer que c'est la part essentielle du travail, justement. Et pour moi, c'est celle-là qui donne le plus de fruits. Je peux imaginer que ce que je viens de partager avec toi sur ma façon de courir, par exemple, puisse te paraître étrange. Mais de la même manière, les marches aléatoires vont aussi paraître très curieuses pour certains de mes élèves. Lorsque je leur donne le choix entre des tâches techniques, ou alors des exercices un peu exotiques, ou alors des questions ouvertes, eh bien, il y en a peu qui ont le courage d'affronter leurs propres questions, et la majorité vont préférer cribler leurs feuilles de calcul. Et en se greffant là-dessus, t'as peu d'élèves qui vont vraiment avoir le courage de travailler d'une manière différente des autres. C'est-à-dire que si tout le monde fait quelque chose, si tout le groupe fait quelque chose et travaille d'une certaine manière, moi j'étais seul avec mes marches aléatoires, ben forcément à un moment ça fait bizarre. On comprend pas en fait pourquoi tout le monde fait quelque chose et que nous on fait quelque chose de différent. Mais ça doit vraiment pas t'affecter. Dans la vie c'est encore plus général, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui ont le courage de croire en ce qu'elles font, lorsque personne n'y croit. Mais puisque tu m'écoutes ici, je te souhaite vraiment de faire preuve de ce courage-là, et de persévérer sur un chemin qui est vraiment difficile, un courage qui va être nécessaire pour que tu arrives à réaliser cette drôle de part de travail invisible dans toutes les activités que tu aimes, avec le succès qui, j'en suis certain, viendra avec. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.